Partie 4. L'île du destin. Chapitre 2. Tu sais quoi, ma vieille? Non, Salim, mais quelque chose me souffle que je ne vais pas tarder à le savoir. Le garçon, pour une fois, ne se formalisa pas de la réponse ironique de son ami. Ils étaient assis sur un rocher battu par le vent. À leur droite, bâtie à flanc de colline, une cité de taille modeste aux murs blancs, Farangi. À leurs pieds, un port au quai de pierre, usé par le passage de générations de marins. Des dizaines de légères embarcations colorées y étaient amarrées, tandis que 3 navires mouillés plus au large. Une foule bigarrée allait et venait le long des talles montées d'eau aux maisons, achetant les produits de la pêche locale et ceux proposés par des marchands itinérants. Salim ne regardait ni les bateaux ni le marché. Il avait les yeux fixés sur l'océan qui s'étendait devant lui à perte de vue. Je n'avais jamais vu la mer. Il avait parlé simplement, mais sa voix, qui trahissait une profonde émotion, dissuada Camille de répondre. Elle lui offrit un sourire qui fit scintiller le violet de ses yeux, avant de lui prendre la main. Ils restèrent ainsi, silencieux, jusqu'à ce que Björn les tire de leur contemplation. « Camille, Salim, venez visiter vos nouveaux appartements !» Le chevalier se tenait au pied de la barre rocheuse qu'ils avaient escaladée pour bénéficier d'une plus belle vue, et leur faisait signe de descendre. Avec un soupir de regret, ils obtempérèrent. Edwin a repéré notre bateau? S'enquit Salim. « Oui, il est ancré là-bas, celui avec les 2 voiles blanches à moitié ferlées, l'Algus Oyo. Le capitaine Ainilbrand était à terre et nous avons dû le chercher un bon moment avant de le trouver. Mais tout est réglé maintenant. Les bagages sont chargés et les matelots à bord. Nous prenons la mer demain matin. » Edwin n'a pas changé d'avis pour les chevaux? L'interrogea Camille. « Non, il reste à l'écurie. Il nous faudra être discrets sur l'île. Nous nous déplacerons à pied. » Le navire qu'ils gagnèrent à l'aide d'un canot était à moitié plus petit que la perle de chêne. 4 hommes suffisaient à le manœuvrer. L'Empire possédait peu de bateaux, et les pêcheurs ne se risquaient que très rarement en haute mer, de crainte de subir les attaques des piratalines. Leur embarcation était donc adaptée à une activité côtière, et non au grand large. Quant aux commerçants, ils avaient renoncé depuis longtemps à transporter leurs marchandises par la mer, abandonnant aux pirates la suprématie absolue sur le grand océan du Sud. Avant que les Tlish ne verrouillent l'accès aux spires, les villages côtiers étaient protégés par des garnisons de gardes impériaux, appuyés par des dessinateurs qui tenaient les flibustiers au loin. Les Alines tirant profit de la trahison des sentinelles, leur raid s'était intensifié depuis quelques années. Ils n'hésitaient pas à lancer de profondes incursions à l'intérieur des terres, pillant tout sur leur passage, semant la destruction et la mort. Le retour des sentinelles allait permettre à Silafian de reprendre les choses en main. Mais il ne se faisait pas d'illusions, la tâche serait longue et difficile. Pourquoi les dessinateurs de l'Empire ne réussissent-ils pas à régler le problème des pirates? Souffla Camille à Maître Duhomme. Le vieil analyste debout sur le pont de l'Algus Oyo se tenait prudemment au bastingage. Personne n'avait pu le convaincre de rester à Algate, et quand Edwin avait malgré tout insisté une dernière fois, le palais avait vibré sous les éclats d'un monumental accès de colère. L'irascible vieillard avait exigé de vivre l'aventure jusqu'au bout, et personne n'avait réussi à lui tenir tête. Il avait donc embarqué avec les autres. « Les pirates ont leurs propres dessinateurs !» répondit-il à Camille. « Certains sont même très forts. Ils ont pour eux la connaissance de la mer et la puissance des navires. Ils disposent d'un avantage sur nous depuis des siècles. » Notre traversée sera périlleuse, pas vrai? Maître Duhomme haussa les épaules. « Disons qu'elle ne sera pas de tout repos. » Le navire comportait, outre la cale où dormaient les matelots, 2 cabines dont une réservée au capitaine. « Nous prenons la cabine libre, Siam, Camille et moi, » décida Iana. « Mais... » commença Björn. Mais rien du tout, l'arrêta la marchombre. En tant que seule représentante du sexe féminin, nous avons droit à des égards, tu ne crois pas? J'accorderai volontiers un régime de faveur à une faible femme. Mais ce n'est pas ton cas. Tu as montré ces dernières semaines combien tu étais redoutable. Et Yana lui dédia un sourire carnassier. Tu t'obstines pourtant à me contrarier. Björn resta silencieux un instant, jaugeant la musculature fine de la jeune femme et calculant jusqu'où elle serait capable d'aller. Ne trouvant pas de réponse à cette question essentielle, il choisit la voie de la sagesse. « La cale me paraît agréable, » affirma-t-il. « Je vais y descendre mes affaires. À tout à l'heure. » Il attrapa son baluchon et emprunta l'échelle qui s'enfonçait dans les entrailles du bateau. Lorsqu'il eut disparu, Camille se tourna vers Yana. « Tu ne crois pas que tu exagères ?» « Ne te fais pas de soucis, » s'exclama la marchombre en éclatant de rire. « Il sait que je suis son amie. »« Mais tu es vraiment dur avec lui !» Et Yana devint sérieuse, fixant ses yeux dans ceux de Camille. « Björn est un soldat, expliqua-t-elle.
avec des habitudes de soldat, un comportement de soldat, comme Maniel. Si je ne leur montre pas que je suis forte, ils vont penser que j'ai besoin d'être protégée, surveillée, dirigée. Ma liberté est en jeu, Ewilan. Je ne laisserai pas de gros lourdeaux la piétiner sous prétexte qu'il déborde de bonnes intentions. Et Yana lui avait parlé comme à une adulte. Camille en fut touchée. Elle avait cependant besoin d'un autre avis et interrogea Siam du regard. La jeune frontalière entra volontiers dans la conversation. Depuis que j'ai ton âge, je passe mon temps à cogner sur des garçons convaincus de savoir mieux que moi ce qu'il me faut, sous prétexte que je suis une fille, exposa-t-elle. J'ai plusieurs fois été obligée de faire couler le sang de bons copains qui n'avaient pas compris que je décide seule de ma vie. Je suis d'accord avec Eyana. Nous devons rester libres et, pour cela, nous sommes obligés d'être fortes, d'être dures. En se dirigeant vers la cabine que la combativité d'Eyana venait de lui offrir, Camille réfléchit longuement aux paroles de ses deux amis. Elle n'adhérait pas complètement à leur point de vue, mais sentait qu'il y avait là un sujet sérieux qu'elle devait étudier à fond si elle ne voulait pas faire fausse route plus tard. Le lendemain, très tôt, elle fut tirée de son sommeil par une série de craquements dans la structure du navire. Elle ouvrit les yeux et se leva. La houle qui avait bercé son sommeil durant la nuit s'était accentuée et il lui fallut se cramponner à la table pour ne pas perdre l'équilibre. Elle se tourna vers les couchettes de Siam et Yana. La marchambre avait quitté la cabine, mais la jeune frontalière était encore blottie sous sa couverture. « Nous avons levé l'ancre !» lui cria Camille. « M'en fiche !» grommela son ami. « Je dors !» Camille résista à l'envie de lui sauter sur le ventre et, après s'être habillée en 4e vitesse, se précipita à l'extérieur. Le ciel à l'est se teintait d'un orangé annonciateur d'un lever de soleil majestueux. La terre était déjà loin, de grosses vagues d'un bleu profond s'écrasaient sur les flancs de l'Algus Oyo, en faisant jaillir des gerbes d'écume. Le capitaine Neil Brond avait déployé les 2 voiles blanches qui claquaient dans le vent. Les matelots s'affairaient dans la mâture. Des voyageurs, seuls Edwin et Yana étaient sur le pont. Les autres devaient dormir. « C'est géant, non ?» cria Camille avant qu'un paquet d'embruns ne l'éclabousse copieusement. L'Algus Oyo filait plein sud à bonne allure. L'air possédait une saveur piquante qu'elle n'avait encore jamais goûtée. Elle s'assit à la proue du navire, sur le bastingage, les pieds dans le vide face à l'immensité. Elle se sentait parfaitement libre et heureuse, détendue malgré la fraîcheur du matin, accentuée par ses vêtements mouillés. Le reste de la troupe arriva peu de temps après que les côtes de Gwendalavir eurent disparu dans les brumes de l'horizon. Camille comprit à leur mine défaite que demeurer allongé au fond d'un bateau en mouvement ne devait pas être une expérience très agréable pour les novices. Salim fut le dernier à monter sur le pont, avec l'air grognon de celui qui a mal dormi. Quand il vit Camille perchée à la proue de l'Algus Oyo, au-dessus de l'eau sombre, il bondit vers elle. « Descends de là !» hurla-t-il. « Tu vas tomber !» Elle sauta au sol et le contempla un instant avant de lui offrir un large sourire. « Cool, mon vieux, je sais ce que je fais et... » « Non, tu ne sais pas. Tu es inconscient de te pencher comme ça. Il suffirait que le bateau heurte une grosse vague pour que tu plonges. N'essaie pas de me faire croire que tu réfléchis quand tu fais une idiotie pareille. Je sais où est le danger. » Les autres, attirés par les éclats de voix, s'étaient approchés et Camille les regarda stupéfaite. Ses yeux croisèrent ceux d'Eyana, puis ceux de Siam. Salim était hors de lui, et la présence de spectateurs semblait attiser sa fureur. « Quand on ne sait pas, on ne fait pas, tu entends ?» Il ne lui avait jamais adressé la parole sur ce ton. Camille se demanda brièvement si, seul face à elle, il se serait comporté de cette manière. Mais le moment n'était plus à la réflexion. Le discours d'Eyana et de Siam prenait sens tout à coup. Elle pivota sur ses hanches en serrant le poing droit, et le balança dans la mâchoire de Salim. Le coup le prit au dépourvu. Sous l'impact, il partit en arrière et s'affala sur le pont. Camille s'était fait mal à la main, mais il était hors de question qu'elle laisse quelqu'un s'en apercevoir. Elle s'approcha de Salim, étendu sur le dos, qui la regardait avec des yeux stupéfaits. « Je fais ce que je veux !» aboya-t-elle. « Où je veux, comme je veux et quand je veux, compris ?» Sans attendre de réponse, elle lui tourna le dos et avec un sourire satisfait, traversa le bateau jusqu'à la poupe. Björn jeta un regard suspicieux à Eyana. « Qu'est-ce que tu es allé raconter à la petite ?» Un air de naïve sincérité se peignit sur le visage de la marchande. « Je ne vois pas de quoi tu veux parler. » Björn se pencha vers Salim. « Viens, mon ami !» lui lança-t-il en l'aidant à se relever. « Il va falloir que je t'explique certaines vérités sur les femmes. » Il s'éloigna en soutenant le garçon qui jetait de fréquents coups d'œil à Camille. Elle s'était à nouveau penchée sur le bastingage, d'où elle essayait de percer les secrets du fond marin. Elle ne lui accorda pas la moindre attention. En milieu de journée, les compagnons se retrouvèrent dans le carré pour prendre un repas. Chacun fit mine d'avoir oublié l'incident. Salim se frottait parfois la mâchoire pensivement, ce qui tira de discrets sourires à Siam et Eyana. Le capitaine Neil Brond
mangeait avec eux et répondit cordialement à leurs questions. Tout le monde connaît l'emplacement des îles Alines. Exposa-t-il. Droit au sud. Je les ai même aperçus une fois ou deux. Mais pour les approcher, c'est une autre affaire. Les pirates sont de sacrés marins. Et ils barrent des navires avec lesquels l'Algus Oyo peine à rivaliser. Il vaut mieux se tenir loin d'eux si on ne veut pas aller nourrir les poissons au fond de l'océan. Mais alors, S'inquiéta Mathieu. comment comptez-vous agir? Le capitaine eut un geste rassurant. L'archipel devrait être visible demain, en fin de journée. Nous aborderons la grande île qui est votre destination dans la nuit. Tout feu éteint, vous débarquez et moi, je file avec mes hommes et l'Algus Oyo. Vous filez? Releva le jeune homme. Maître Odium se racla la gorge. J'en ai longuement parlé avec l'empereur. Nous ne pouvons pas demander au capitaine Hilbrand de nous attendre. Il courait un risque bien trop important. Comment allons-nous faire pour revenir? Pas sur le côté, Akiro. Vous êtes deux à pouvoir l'effectuer. Si nous retrouvons Altan et Elicia, vous serez 4. Un véritable jeu d'enfant. Mathieu n'eut pas l'air convaincu, mais n'osa pas contrarier l'analyste. Le capitaine leur révéla ensuite tout ce qu'il avait appris sur les îles Alines au cours de ses années de navigation. Peu de choses. Le bruit courait que la grande île abritait une cité. Rien toutefois ne prouvait que ce ne fût pas une simple légende. Il y avait certainement un endroit où les pirates entassaient ce qu'ils pillaient, où ils fabriquaient et réparaient leurs bateaux. Mais si un tel lieu existait, personne n'avait jamais réussi à le localiser. Lorsque le repas prit fin, les compagnons n'en savaient guère plus, mais leur inquiétude avait monté d'un cran. Ils passèrent l'après-midi sur le pont à se reposer ou à contempler l'océan. Le vent était toujours propice, et l'Algus Oyo filait à bonne allure. L'unique surprise de la journée du lendemain fut causée par un poisson volant qui atterrit sur l'estomac de Bjorn alors qu'il faisait la sieste sur le pont. Au contact du corps frétillant de l'intrus, le chevalier poussa un cri strident qui déclencha l'hilarité des spectateurs. L'air offusqué, Bjorn attrapa le poisson et le rejeta à la mer d'un geste rageur, amplifiant les rires auxquels il finit par se joindre. Le jour touchait à sa fin lorsque Hilbrand tendit le bras en criant « La grande île, droit devant !» Un rivage se découpait au loin, encore impossible à détailler. Le capitaine se détendit. Au fil des heures, son anxiété avait cru. Mais maintenant que sa mission s'achevait, il se rassérénait. Le cri d'un matelot perché dans le gréement lui ôta brutalement le sourire. Pirate à tribord!